Voilà, donc sur le document guide ici, j'ai déjà inscrit certaines petites choses dont on va rapidement parler. Donc je vais parler des images du domaine public sur le web. Ce sont les images que vous avez le droit d'utiliser même à des fins commerciales. Mais bien sûr, l'idéal c'est toujours de faire ses propres images, mais ce n'est pas toujours possible. Donc les images du domaine public téléchargeables depuis le web. Euh, Sur le web, on trouve aussi des banques d'images où vous avez des images payantes, bien sûr. Adobe aussi a sa propre banque d'images Photolia avec des images payantes, et c'est encore mieux euh, que les images que vous trouverez sur le web. Donc c'est une chose qu'on va voir, comment trouver les images du domaine public sur le web. Ce sera l'occasion de parler des notions de définition et résolution, ce qui n'est pas toujours très clair, et donc c'est une chose dont on va parler. On va parler aussi du fait que depuis une quinzaine d'années, Adobe préconise d'utiliser des images de type RVB dans les documents concrets dans InDesign, même si au final c'est un document qui va être imprimé. Et ça peut être un peu perturbant pour certains qui sont passés dans des écoles où on leur a dit qu'il fallait absolument utiliser des images de type CMJN. Si c'est un document pour l'impression, eh bien non, ça fait une quinzaine d'années que Adobe explique qu'il ne faut pas, que c'est moins bien. Voilà, et pourquoi c'est moins bien, je vous l'expliquerai. Donc, donc, ce dont tu me parles, faire des impressions pour faire une exposition de photos, par exemple. Eh bien, oui, oui, il vaut mieux envoyer à l'imprimante jet d'encre un fichier RVB et en interne, l'imprimante va faire la conversion vers CMJN, mais sa propre conversion à elle, qui sera plus adaptée que la conversion que tu aurais pu faire dans Photoshop, par exemple. Voilà. Voilà, parce que voilà, le spectre sera plus large, ce sera vraiment un CMJN adapté aux capacités de l'imprimante. Tandis que si tu fais une conversion de RVB vers CMJN dans Photoshop, ce sera certainement un CMJN de type offset, de type impression à grand tirage, et donc les encres CMJN sont plus pauvres au niveau de la saturation des couleurs, ça va faire des images CMJN plus ternes, quoi. Voilà, voilà. Donc, image RVB. Et bon, il se passe aussi quelque chose, c'est que pour de l'impression haut de gamme de type photo sur des imprimantes jet d'encre, il y a des imprimantes qui impriment aussi en 6 couleurs, qui en plus en plus d'avoir le cyan magenta jaune noir, le CMJN, il y a une encre orangée, une encre verte éventuellement, ou une encre magenta clair, une encre cyan clair. Et donc voilà pourquoi il faut vraiment laisser l'imprimante, le pilote de l'imprimante, vraiment faire la conversion CMJN en fait. Voilà, et lui envoyer des images RVB, c'est connu. C'est un domaine assez complexe, ces histoires RVB, CMJN, surtout si on touche à l'art, parce que dans certains cas, on veut avoir un contrôle sur chaque couche, et le CMJN rarement sera quand même intéressant et utile. Mais la plupart du temps, je dirais, oui, envoyer du RVB vers les imprimantes. Voilà. Alors, quelque chose qu'on va voir aussi une fois qu'on aura été télécharger une image. Bon, oui, je suppose que vous allez pouvoir enregistrer vos images sur le bureau de l'ordinateur. Vous pouvez créer un dossier pour aujourd'hui. Hein, donc, vous faites un dossier lundi matin. Comme ça, au bout des 3 jours, tout ne va pas se mélanger. Ce serait bien de cloisonner les choses. Donc, une chose que vous pourriez faire là maintenant sur l'ordinateur, c'est créer un dossier que vous allez appeler lundi matin, par exemple, voilà. Et donc, on va aller chercher une image sur le web, la télécharger, la mettre sur le disque dur. On va l'importer, on va voir comment on la manipule.
dans InDesign, au niveau de son recadrage, le dimensionnement, et ce sera l'occasion de parler de la résolution effective dans InDesign. Voilà. Parce que vous allez voir que, et ça je sais que c'est assez perturbant pour ceux qui ont vu ça précédemment, même pour une impression, même pour un document destiné à l'impression, le CMJN n'est pas conseillé de nos jours, il vaut mieux faire avec RVB. Et vous verrez, on va en parler, c'est au moment où on va générer le PDF au départ de InDesign que la conversion va se faire, dans la boîte d'exportation du PDF. J'expliquerai quel est l'intérêt de retarder le plus possible la conversion en CMJN plutôt que de le faire très tôt dans Photoshop. Donc ça c'est une chose, et vous allez voir aussi que la résolution de l'image qu'on amène dans InDesign n'a absolument aucune importance. Donc dans les écoles on vous dit parfois vous faites un document pour l'impression dans InDesign, vous devez préparer les images dans Photoshop, elles doivent être en CMJN à 300 dpi. C'était vrai dans les années 90, ce genre de choses, parce que les logiciels de mise en page, InDesign n'existait pas encore dans les années 90, c'était Express, Quark Express, qui existe toujours actuellement, mais qui est très peu utilisé. La plupart des gens sont passés sur InDesign. Mais donc les logiciels faisaient mal le dimensionnement des images, le redimensionnement des images, la séparation de RVB vers CMJN se faisait mal. Et donc c'est de là que ça vient, cette habitude de dire que vous devez absolument faire des mises en page avec des images CMJN à 300 dpi. Mais il faut oublier ça. Il faut fonctionner de manière moderne, comme Adobe le préconise d'ailleurs. Ok. Bien, alors là, je vous demande d'aller dans Bing, bing.com, donc un moteur de recherche, comme Google, et vous allez taper par exemple ceci. Évidemment, je l'ai tapé en anglais parce que si on veut trouver des choses, le web, la plupart des choses, c'est en anglais. Voilà, un oiseau coloré, Colorful Bird. Et j'ai mis entre guillemets, c'est important, entre guillemets, public domaine, pour trouver des images du domaine public. C'est-à-dire des images que j'ai le droit d'utiliser, même pour des travaux qui rapportent de l'argent. Ce sont des images sur lesquelles il n'y a plus aucun droit. Alors pourquoi Bing.com, pourquoi pas Google? Bon, il faut savoir que Google a eu un procès récemment de la part d'une banque d'images qui s'appelle Getty Images. Et on a demandé à Google de retirer un bouton qui s'appelle « Afficher l'image ». Un bouton qui permettait d'afficher l'image en haute définition. Bon, c'est un peu stupide comme procès, je trouve. Et donc, voilà, pour trouver des images, pour afficher les images en haute définition sur Google, à moins d'installer des plugins, des extensions dans le navigateur, le bouton « Afficher l'image » n'existe plus, et donc dans Bing, il existe encore. Donc c'est juste pour ça, mais le principe reste le même. Vous allez voir que la recherche, c'est la même chose que dans Google. Il y a du filtrage, on peut filtrer les images pour ne montrer que les images avec la plus haute qualité, que des images de type clip art ou que des photos. Enfin bon, c'est la même chose que Google. Donc vous êtes arrivés à aller dans Bing sans problème tous. Ok. Voilà, Colorful Bird, public domain. Vous êtes passé sur la partie images. Pas de problème. Ok. Donc, vous avez certainement l'icône des filtres à cet endroit-là. Bien, si vous enclenchez ça, vous trouvez des filtres similaires à ceux de Google. C'est-à-dire qu'il est possible, sur taille d'image ici, d'aller demander des images plus ou moins précises. Mais on ne va pas le faire ici. On peut même filtrer par couleur. Si vous voulez chercher des images qui correspondent à un thème couleur du document que vous êtes en train de faire, ça pourrait même être utile. Type d'image, c'est ce que je vous disais.
Bon, donc les filtres, ok. Et là, vous avez la licence. Ça, c'est une autre manière de trouver des images du domaine public. Au lieu de taper public domaine entre guillemets, vous pourriez, vous auriez pu, vous n'allez pas le faire maintenant, mais vous auriez pu ici demander du domaine public. Il y a aussi les Creative Commons qui sont assez similaires par rapport au domaine public. Mais parfois il faut citer l'auteur, il faut inscrire l'auteur de la photo. Ça dépend du type de Creative Commons. Je suppose que vous connaissez les Creative Commons, les CC, ça vous dit quelque chose? Non, il faut vraiment s'y intéresser parce que ça fait partie du monde de l'image. Les Creative Commons, ce sont des gens qui diffusent leurs photos notamment, ça peut être des vidéos aussi, et même du texte. Et il y a des restrictions sur l'utilisation, en fait. Donc, c'est un peu un genre de copyright, en fait. Hein. Mais ça doit vous dire certainement quelque chose. Si vous voyez l'icône ici, le petit CC dans un cercle, ça doit peut-être vous dire quelque chose. C'est un genre de copyright, mais on est plus dans le libre, en fait, hein, le libre-échange. Hein. Et il y a différents types de Creative Commons. Donc je vous laisserai aller voir les différents types de licences Creative Commons. Voilà, elles sont là. Suivant, est-ce qu'il faut citer l'auteur quand on utilise l'œuvre? Est-ce qu'il faut indiquer quelque part que c'est par un tel? Voilà, est-ce qu'on peut modifier ou pas? Est-ce que ça peut rapporter de l'argent ou pas, l'utilisation qu'on fait du matériel Creative Commons? Voilà, donc c'est relativement complexe. Je vous incite vraiment à aller voir. Vous voyez sur Wikipédia, ils expliquent bien ça, licence Creative Commons. Voilà. Ok. Donc, j'en étais. Où? Ah oui, j'en étais là. Bien, quand vous survolez les images qui apparaissent, d'abord, est-ce que vous voyez les mêmes images que moi? C'est pas certain, ça dépend peut-être aussi de votre recherche dans l'endroit où vous êtes. À peu près les mêmes? D'accord. Donc, quand vous survolez, vous voyez des chiffres qui sont indiqués. C'est le nombre de pixels en largeur et en hauteur, hein, on est d'accord. Hein? Vous voyez ça. Et donc, certaines images, visiblement, sont plus précises que d'autres. 3888 ici sur 2500, 833 sur 905, voilà. Certaines images sont plus précises que d'autres, c'est clair. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle, là, cette indication. Piège. Je suis en train de vous faire un piège, là. Comment est-ce que vous appelez? La définition. Qui a dit la résolution? C'est la définition. La définition. C'est-à-dire le nombre de pixels en largeur et en hauteur de l'image. Ce qui ne garantit pas toujours que l'image est de qualité. Parce que, bon, ça peut être flou. Ça peut être un agrandissement qui a été fait dans Photoshop artificiellement. Ça peut être une photo qui n'était pas bien mise au point au départ. Bien sûr, ce n'est pas une garantie de qualité, le nombre de pixels. On est d'accord. Hein. Voilà. Alors récemment, il y a des choses qui sont apparues avec l'intelligence artificielle. Vous avez sans doute entendu parler de ça. C'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Il y a des applications sur téléphone, il y a des logiciels, des modules externes qui s'ajoutent à Photoshop qui permettent mieux qu'avant de multiplier les pixels d'une image pour faire ressortir du détail en fait. Hein. Voilà, donc petite parenthèse que je fais ici, une image qui a un certain nombre de pixels, vous avez la possibilité de multiplier son nombre de pixels dans des applications qui font intervenir l'intelligence artificielle. Donc voilà. Alors, 3888 sur 2592, je vais faire un petit calcul ici.
Je suis sur les bases vraiment des images. Déjà, à arriver à faire la différence entre la définition d'une image et la résolution, c'est important, hein. Donc 3888 fois, c'était ça, 2592. Ok. Si je multiplie le nombre de pixels en largeur et en hauteur de cette image-ci, j'obtiens 10 millions et des poussières de pixels dans cette image. Et on peut donc dire que cette image est une image 10 mégapixels. Mégapixels. Le mégapixel, c'est le million de pixels. Donc on est à 10 millions de pixels dans cette image. Donc ça, c'est intéressant de comprendre ça. Parce qu'évidemment, on va utiliser des images dans InDesign et la résolution, la densité des pixels, on va en parler. On n'a pas encore parlé de résolution, pour l'instant on est à définition. La résolution, je vais vous expliquer, vous préciser après ce que c'est précisément. Donc voilà, si vous avez un appareil photo sur votre smartphone et qu'il est 8 mégapixels, ben vous savez que en natif, il prend maximum des photos avec 8 millions de pixels. C'est ça que ça veut dire. Les appareils photo, les reflex, les mirrorless, donc les appareils photo, pas ceux de smartphone, mais vraiment les vrais appareils photo, maintenant on est peut-être à du 50 mégapixels, 50 millions de pixels. Pour le professionnel, on peut monter beaucoup plus. Voilà. Pas de questions? Ok, donc je vais vous demander de cliquer sur une ou l'autre image. Mais alors, on va choisir des images pour la démonstration, des images qui montrent des oiseaux qui sont vus en entier. Parce que si on veut parler de recadrage, on va prendre des images d'oiseaux vus en entier. Alors, je vous dis tout de suite, ça ne va pas marcher pour toutes les images. Parfois, ici, ça va vous amener directement vers un site web qui demande de s'inscrire. Et là, on va laisser tout de suite tomber. On passera à une autre image, hein. Voilà, donc on va faire ça. Vous allez cliquer sur une image qui montre des bestioles vues en entier. Vous avez le petit plus ici en bas. Vous pouvez demander d'afficher l'image. Et donc vous voyez l'image avec tous ces pixels. Donc clairement, ce n'est pas une image de qualité celle-là. Mais c'est pas grave, on va la télécharger, on va tester. Donc clic droit sur l'image, vous avez enregistré l'image sous, un truc comme ça. Alors je ne vous l'ai pas dit, moi je suis sur un Mac et vous êtes sur des PC. Enfin, certains parmi vous sont sur un Mac, mais la plupart d'entre vous sont sur des PC. Donc si je suis sur un Mac, c'est parce que c'est une habitude chez moi. Bien que j'ai travaillé sur plein de types de machines différents dans ma carrière d'infographiste qui a commencé au début des années 90 en fait. Donc j'ai travaillé sur les vieux Mac bien sûr, les PC 386, donc ça date, les Silicon Graphics, c'est un type d'ordinateur particulier, les ordinateurs Atari pour faire de la musique, des ordinateurs Yamaha, Microsoft aussi pour faire la musique. Qu'est-ce que j'ai travaillé encore? Les stations de travail EVS, c'est une marque liégeoise, mais qui fait plus d'ordinateurs maintenant. Ils sont spécialisés dans les ralentis pour les sports à la TV. Voilà, j'ai oublié encore quel type d'ordinateur. Bon, voilà, donc moi je ne suis pas sectaire, hein, donc le PC c'est très bien. C'est même plus puissant, les logiciels Adobe sont plus puissants sur les PC Windows que sur Mac. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce système de zoom ici sur le Mac pour donner les formations, c'est quand même pratique. Voilà. Est-ce que vous avez réussi à enregistrer l'image dans un dossier? Donc, je l'enregistre dans le dossier d'aujourd'hui. Ah, visiblement, celle-là, c'est un format spécial. WebP, c'est un format pour les appareils mobiles. Alors ça va pas fonctionner dans les logiciels Adobe là tout de suite. Donc celle-là, tu l'as enregistrée en JPEG? Tu as fait comment? Ah bon, ici c'est du WebP, donc je vais passer à une autre en fait. Une autre image. Donc je reviens sur mon onglet. Voilà, celui-là, je vais fermer avec la petite croix.
Je reviens sur mes résultats et je vais en essayer une autre. Je ne vais pas m'ennuyer. Donc, oui, cliquez sur l'image, afficher l'image, enregistrer l'image sous. Voilà. C'est du JPEG. Je l'enregistre, voilà. Donc celle-là, elle faisait seulement 600 sur 900 pixels, donc c'est vraiment pas terrible. Oui, bonne question. Comment ça se fait que l'image était en JPEG chez toi et chez moi elle était en WebP on n'a sans doute pas cliqué exactement sur le même fichier en fait. Même image, mais peut-être pas même fichier. Il n'y a pas de bête question. Surtout une question à laquelle je ne sais pas vraiment répondre. Voilà, ben faites ça pour 3 images en fait. Ça va nous permettre de manipuler un... Oui, s'il y a un filigrane dessus, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que... Oui, ici j'ai fait une recherche d'images du domaine public en tapant entre guillemets public domaine. Donc ça suppose que dans les métadonnées de l'image, dans les mots-clés qui ont été insérés, il y a le mot public domaine. Attention, malgré tout, il n'est pas certain que tous les résultats que Bing nous montre ici, ce sont des images du domaine public. Parce que certains petits malins mettent leurs images qui sont sous copyright, ils veulent garder les droits d'utilisation, ils veulent qu'on les paye si on utilise l'image. Ils mettent ça en insérant dans les mots-clés « Not in public domain ». Donc résultat, quand on fait une recherche domaine public ici, public domaine, elles arrivent ces images-là. Donc avant d'utiliser vraiment dans une publication sérieuse qui va être diffusée réellement des images que vous avez trouvées sur le web, des images du domaine public, il faut aller vérifier sur la page sur laquelle se trouve réellement l'image, la page web sur laquelle se trouve l'image, quelles sont les conditions d'utilisation de l'image en fait. Ici, on ne va pas le faire parce que, mais je vous le dis, vraiment, avant de faire un travail sérieux avec des images du domaine public trouvées sur le web, vérifiez sur la page quelles sont les conditions d'utilisation de l'image. Alors si ça vient de Wikipédia, c'est d'office du domaine public, là il n'y a même pas besoin de se poser des questions. Que ce soit les textes ou les images, c'est du domaine public dans Wikipédia. Pour le reste, il faut aller vérifier. Bien, donc, dans le gestionnaire de fichiers, dans l'explorateur Windows, vous avez le dossier avec vos images qui sont là. On est d'accord? Bien. Ici, je vais demander un affichage par icône. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous montre juste un truc. Voilà, affichage par icône. Petit curseur ici qui permet d'agrandir les vignettes. Et je vois les images sur les vignettes. Alors, sur Windows, vous n'allez sans doute pas voir les images comme ça. Quand vous aurez des fichiers de type Illustrator, vous ne verrez pas le contenu du fichier. Quand vous aurez des fichiers InDesign non plus, vous ne verrez pas le type de fichier. Donc, c'est un type moins de Windows. Alors, il est possible d'installer quelque chose dans Windows qui permet, comme sur le Mac ici, d'avoir une vue d'ensemble d'un dossier et de voir les images. Mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à faire et ça ne marche pas chaque fois. Alors heureusement, il existe quelque chose qui vous permettra, on ne va pas le faire maintenant, mais je vous le dis tout de suite, si vous voulez avoir une vue d'ensemble d'un dossier quand vous êtes sur Windows et voir les icônes avant même d'ouvrir les images, les voir comme ça, vous allez utiliser le navigateur de fichiers de Adobe qui est en fait Bridge. Alors où est-ce qu'il se cache ici? Il faut que je retrouve où je l'ai mis. Bridge, je ne sais pas s'il est installé sur l'ordinateur sur lequel vous êtes là.
Et il fait partie de la suite, en fait. Hein. Là, voilà. Il est là, voilà. Le BR, là, le Bridge, c'est un logiciel qui permet de naviguer dans les dossiers et de voir le contenu des images, des fichiers Illustrator, des fichiers InDesign, des fichiers Photoshop. On voit le contenu avant même de les ouvrir, en fait. Donc ça, c'est la solution quand vous êtes sur Windows pour bien naviguer dans vos dossiers. Utilisez Bridge. Bridge permet de faire plein de choses en plus. Il permet de faire des collections d'images. Il permet de synchroniser les couleurs sur la Creative Suite pour que les logiciels fonctionnent bien ensemble au niveau des couleurs. Il permet de faire plein de choses. C'est un espèce de catalogueur. Mais bon, voilà, fin de la parenthèse. Mais vraiment, je pense que c'est super important. Ça va vous sauver la vie quand vous êtes sur Windows pour avoir une vue d'ensemble comme ça de vos images. Donc vous avez lancé InDesign. Ok, alors ceux qui sont sur Mac, vous avez sans doute, si c'est la première fois que vous utilisez InDesign, vous avez une fenêtre flottante comme ceci. On est d'accord? Ceux qui sont sur PC, non. Elle est attachée au bord de l'écran, la fenêtre, il n'y a pas de problème. Mais sur Mac, vous avez une fenêtre flottante et ça vous permet, quand vous avez plusieurs écran connecté à l'ordinateur, de faire passer l'entièreté d'un logiciel sur un écran ou l'autre. Mais ici, je travaille avec un seul écran, donc ça n'a aucun intérêt de garder le logiciel comme ça dans une fenêtre flottante. Donc ceux qui sont sur Mac et qui ont la fenêtre flottante comme ça, je vais vous demander d'aller dans le menu fenêtre de InDesign et d'aller décocher dans le bas du menu fenêtre l'option cadre de l'application. Du coup, quand on va créer un nouveau document, ce sera encore plus visible. On aura l'interface de InDesign qui colle vraiment à l'écran. Alors, une question que vous pourriez vous poser, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que lui, le formateur, il a son InDesign comme s'il n'avait jamais été utilisé. Donc c'est comme s'il venait d'installer InDesign. Il n'est pas modifié son InDesign. Ben oui, j'ai mon InDesign qui est avec les réglages d'usine. Parce que au moment de démarrer InDesign, je l'ai remis à zéro. On peut remettre à zéro, en réglage d'usine, un logiciel Adobe. Je vous donne les touches à enfoncer au moment où vous démarrez le logiciel, mais vous n'allez pas le faire maintenant. Mais c'est juste intéressant de savoir que, voilà, il y a possibilité de remettre à zéro un logiciel pour le récupérer tel qu'il était juste quand on vient de l'installer. Donc sur le PC, il faudra enfoncer 3 touches pendant que vous démarrez le logiciel. Ce seront les touches CTRL ALT SHIFT. Voilà, CTRL ALT SHIFT sont les 3 touches à enfoncer quand on démarre Photoshop ou Illustrator ou InDesign et qu'on veut vraiment se débarrasser de toutes les modifications, parce que ça retient toutes les modifications, hein, ça se personnalise un logiciel au fur et à mesure qu'on l'utilise. Et parfois on a besoin de le remettre à zéro. Donc CTRL ALT SHIFT au démarrage fera apparaître un petit message qui demande si on veut supprimer le fichier des préférences. Et si on répond oui, voilà, toutes les personnalisations de l'interface disparaissent. Sur le Mac, ce sera Command Alt Shift. C'est toujours comme ça sur le Mac. Quand il y a un raccourci qui fonctionne sur PC et qu'il utilise la touche Contrôle, il faut utiliser la touche Commande à la place. Donc Command Alt Shift pour remettre à zéro sur le Mac les logiciels. Vous ne le faites pas maintenant, mais je vous le dis parce que ça fait vraiment partie du boulot. Ça peut être intéressant de se débarrasser de toutes les modifications qu'on a apportées au logiciel à un certain moment, le remettre à zéro. Ok. Alors pour InDesign sur le Mac, c'est particulier. C'est 4 touches, pas 3. Commande Alt Control Shift. Ok, donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Avant de démarrer la formation, j'ai remis InDesign à zéro comme ça. Bien, alors on va faire... Alors, on va créer un nouveau document. Donc vous cliquez sur Créer nouveau, bien sûr. Bien, vous avez la boîte de création de nouveaux documents. Alors, on va aller dans les
format prédéterminé. Vous allez pour impression. Alors, vous avez dans les formats pour l'impression, vous voyez l'A4, pas de problème. Vous voyez l'A4, 210 mm sur 297. Vous voyez le format lettre, qui est plutôt le format américain. Alors, petite astuce, si vous devez faire un jour une publication, ne faites pas une publication, sauf si c'est une publication pour une entreprise, une publication interne à l'entreprise éventuellement, et vous allez utiliser les photocopieuses interfacées de l'entreprise. Mais si c'est une publication destinée au public, ne faites pas une publication au format A4, parce que le format A4, c'est un format bureautique en fait, et il vaut mieux s'en éloigner, quoi, surtout si c'est une publication qui a vocation à être ludique, loisir, éviter un format bureautique comme le A4, passer vers un format plus carré comme le format lettre éventuellement, ou d'autres formats. Ça, c'est à décider avec l'imprimeur, évidemment. Avant de démarrer un travail dans InDesign, si vous comptez l'imprimer chez un imprimeur, il faut absolument aller voir l'imprimeur avant de commencer le travail dans InDesign. Alors on me dit parfois, ah oui, mais l'imprimeur, il a autre chose à faire, hein, il ne va pas me répondre. Bon, ben, s'il ne veut pas vous répondre, vous allez chez un autre imprimeur. Parce que, normalement, un imprimeur, il apprécie vraiment qu'avant de commencer le travail, vous alliez lui parler. Ce que les imprimeurs détestent, c'est qu'on vienne avec un document fini, voilà, un PDF fini, pouvez-vous m'imprimer ça? De toute façon, logiquement, pour un travail sérieux, vous devez passer chez l'imprimeur pour choisir le papier que vous allez utiliser. Vous allez devoir choisir le papier, il va vous parler des formats, des prix par rapport au nombre de pages, le type de reliure, voilà. Bon, il y a évidemment des choses évidentes. Le PDF devra être de type CMJN dans la plupart des cas. Je dis ça en pensant aux imprimeurs qui impriment avec plus que 4 couleurs. On aura l'occasion d'y revenir. Les magazines haut de gamme, les posters haut de gamme, imprimés en 6 couleurs. Mais bon, il faudra que le PDF soit CMJN, il faudra qu'il y ait des fonds perdus. Ça ne dit peut-être pas... à certains d'entre vous, ça dit quelque chose, à d'autres pas. Le fond perdu, voilà. Il faudra que le noir soit en surimpression pour le texte, en fait, pour le texte principal du document. Il ne faut surtout pas utiliser autre chose que du noir pur. Pour les titres, d'accord, on peut utiliser autre chose comme couleur. Le texte qui est plus grand, mais pour le petit texte, les tout petits caractères, il faut que le noir soit en surimpression. Enfin, il y a plein de choses que l'imprimeur va vous dire. C'est son boulot, c'est lui qui va vous expliquer ça. Il y a des choses auxquelles vous ne pourriez pas penser, parce que c'est vraiment... ça fait partie du boulot d'imprimeur. Par exemple, il vous prend l'idée de faire sur toute une page, sur la couverture par exemple, vous voulez imprimer sur toute la page de l'encre noire. Oui, pour avoir un truc classieux, tout est en noir, sauf peut-être un titre qui est en blanc. C'est votre première page de votre brochure. Ça peut se justifier si on fait dans le luxe, parce que si on fait vous allez apprendre que plus on veut qu'un document ait l'air luxueux, plus il faut qu'il soit un peu vide au niveau voilà, de ce qu'on met dedans. Et donc une couverture avec très peu, ça donne déjà un côté luxueux. Mais l'imprimeur va peut-être vous dire, oui, mais il y a un problème. Dès que la personne, l'utilisateur va poigner dans la brochure, on va voir ces traces de doigts sur l'encre noire, ça va devenir vraiment moche. Et ça, vous n'y pensez peut-être pas. Et il va vous dire, tiens, il va peut-être falloir mettre un pelliculage ou un vernis, ce serait mieux, ou éviter de faire l'encre noire sur toute la première page. Voilà. Donc, on a vraiment intérêt à parler à l'imprimeur avant de commencer un document. Et puis, de toute façon, lui montrer aussi le document. Voilà, en cours d'élaboration, ça peut être intéressant aussi. Il y a des choses auxquelles vous ne pensez pas. Si dans un document, vous mettez sur une certaine page une image qui est, par exemple, rouge, voilà, c'est du rouge, ça utilise énormément d'encre magenta et jaune.
eh bien, il est possible que le fait que sur cette page-là, il y ait cette image rouge va entraîner une perte d'encre rouge, d'encre magenta et jaune, je veux dire, de couleur rouge, sur une autre page du document. Il va vous le dire, tiens, tu as sur cette page-là, ça qui va bouffer pas mal d'encre jaune et magenta, ça va créer des problèmes sur telle autre page. Donc c'est peut-être sur la page 4 que vous avez mis cette image rouge. Et il va peut-être vous dire, tiens, c'est sur la page 14 que ça va créer des problèmes. Donc ça, vous ne le savez pas, c'est le boulot de l'imprimeur. Vous ne pouvez pas l'imaginer, ça. Et donc ce sont des choses auxquelles il faut penser. Il faudra peut-être aller modifier cette image rouge, la mettre sur une autre page où ça posera moins de problèmes. Ça va ? Il faut savoir que les imprimeurs, c'est une corporation où ils ont la réputation d'être difficiles au niveau relationnel. Donc il faut vraiment les brosser, les prendre dans le sens du poil. Ils ont du caractère, en fait, hein, c'est le cas de le dire. Pourquoi ? Il faut savoir que c'est une corporation qui, anciennement, était extrêmement puissante. Hein. Il faut bien se rendre compte que au XIXe siècle, et ça a commencé avec Gutenberg, c'était bien avant, mais au XXe siècle, ça a continué, les imprimeurs, c'était vraiment l'équivalent actuel de Google, quoi. Donc, ils maîtrisaient complètement la communication. C'est une corporation très puissante, quoi. Et donc, ils ont gardé cette manière, cette habitude. Voilà. Il faut les prendre dans le sens du poil. Vous allez vous en rendre compte. Ceux qui ont déjà communiqué avec des imprimeurs l'ont peut-être vu. Ce sont des gens qui peuvent être très sympas, mais il faut vraiment leur demander leur avis avant de commencer un document et ne pas les prendre de haut. Surtout, ne pas s'imaginer que c'est juste une photocopieuse humaine, quoi. C'est vraiment des gens qui ont du métier. Et voilà. Donc, je ne sais pas, ça vous paraît peut-être un peu bizarre ce que je vous raconte, mais quand vous allez faire des documents, vous allez vous en rendre compte. Vraiment, soyez sympa avec vos imprimeurs et ils vous le rendront bien. Et l'inverse est vrai aussi. Pas de questions ? Ok, donc, impression A4. On va choisir de l'A4 ici. Orientation verticale. Bien, est-ce que vous avez ici l'option reliure ? Vous ne l'avez pas. Bon, vous allez voir, c'est parce que chez moi, j'ai installé les fonctionnalités Middle East, fonctionnalité ME. C'est une chose qu'on peut faire dans InDesign. C'est assez facile à faire, mais ce n'est pas d'origine. Et vous avez compris, c'est quand on veut faire du texte en arabe, en fait. Hein. Écrit de droite à gauche, en fait. Hein. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai ce sens de la reliure possible ici et que vous ne l'avez pas. Ok, je vais choisir ça, ce sera mieux. J'aurais pu retirer les fonctionnalités Middle East, mais bon, voilà, je les garde. Je pense que ça ne posera pas trop de problèmes pour la suite. On va décocher page en vis-à-vis. Donc, on va faire un document où ce sera juste imprimé en recto, donc ce n'est pas du recto verso. Voilà, donc la notion de reliure, du coup, n'a plus trop de sens, de toute façon. Nombre de pages, une page pour commencer, c'est bien. La numérotation de la page, oui, un document InDesign concret peut être la suite d'un document précédent. Alors, donc à ce moment-là, il faudrait indiquer, tiens, voilà, le document précédent a terminé à la page 16, j'indique que ici, ça commence à la page 17, si c'est la suite. Voilà la raison pour laquelle on pourrait modifier la numérotation déjà ici. Maintenant, on va étudier aussi un système qui s'appelle le livre dans InDesign et qui fait ça de manière automatique. Vous n'aurez pas à réfléchir, tiens, le document là est la suite d'un autre, je dois le faire commencer à tel numéro de page, ce sera automatique. Mais c'est un peu plus avancé, et on va attendre un peu pour ça. Bien, bloc de texte principal, on expliquera plus tard ce que c'est, ça, on ne le coche pas.
Ok. Alors. Tu dis le bloc de texte principal. Oui. Non, dans un premier temps, on ne va pas s'en occuper. Alors, vous avez les marges. Ce sont juste des marges qui seront sur le bord du document, là, à une distance de 12,7 mm. Elles seront roses pour indiquer qu'il ne faut pas mettre du texte au-delà. C'est logique, c'est juste un indicateur visuel quand on est dans InDesign. Alors, les gabarits, on va en parler à un certain moment. C'est intimement lié. Dès qu'on crée un document, il y a déjà un gabarit, c'est-à-dire un espèce de modèle de page qui s'applique sur des pages. Les gabarits, on va en parler bien sûr, mais oui, les marges ici, elles seront pour la page, la seule page qu'on va créer dans le document, mais le gabarit aura également ces marges-là. 12,7 mm, pourquoi? Quelqu'un a une idée? C'est bizarre. Non, 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 c'est juste une marge qui va apparaître sur la page, qui va être à 12,7 mm du bord de la page, et qui est juste un indicateur pour me dire, oui, il vaut peut-être mieux pas mettre du texte trop près du bord de la page. Mais pourquoi 12,7? C'est bizarre, pourquoi pas 10, pourquoi pas 12, pourquoi pas 15? Personne n'a une idée? Ah. Non, alors je vous le dis. Oui, c'est ça, c'est pour ne pas mettre du texte trop près du bord. On pourrait se passer des marges, hein, on pourrait les mettre à 0 et quelqu'un qui sait faire la mise en page ne mettra pas du texte trop près du bord. Mais la question que j'avais, c'est pourquoi 12,7, cette valeur bizarre? Ben alors je vous le dis, hein, c'est simplement parce que c'est un demi-pouce anglais. Un pouce anglais, c'est 25,4 mm. Et ici, vous avez un demi-pouce anglais, 12,7. Voilà, on retrouve le pouce anglais ici. Ce sont des choses qui arrivent. Parfois, le pouce anglais intervient dans les mises en page. Donc là, je pense qu'il y a peu de gens qui comprennent pourquoi InDesign propose d'office des marges à 12,7. Maintenant, vous le savez, ce n'est pas extrêmement important, mais ça fait partie des choses. Alors, vous avez le fond perdu et les lignes blocs, ça on y reviendra. On y reviendra, vous n'avez pas besoin de toucher à ça pour l'instant. Voilà. Alors, les lignes blocs, le fond perdu, vous connaissez sans doute, hein. C'est-à-dire qu'on fait déborder les blocs en couleur, on les fait déborder au-delà des limites de la page. Les images aussi. Et ça va être recoupé chez l'imprimeur. Dans la phase de façonnage, la page va être recoupée. Et c'est comme ça que, grâce à la technique du fond perdu, qu'on arrive à faire des images qui vont jusqu'au bord des pages. Et je vous incite vraiment à faire ça. Quand vous faites des documents qui vont être imprimés chez un imprimeur, faites aller les pages, les images, je veux dire, faites aller les images jusqu'au bord des pages. Pourquoi? Mais parce que c'est le genre de choses qu'on ne sait pas faire sur la plupart des photocopieuses. Et ça donne d'office un look professionnel à vos documents. D'avoir un document avec les images, comme dans un magazine, les images qui vont jusqu'au bord des pages. Voilà. Et techniquement, il n'est pas possible de faire ça chez l'imprimeur sur une page. Voilà, vous imprimez sur une page format A2, disons, un poster format A2 chez l'imprimeur. Vous ne pouvez pas, si vous voulez obtenir un poster format A2 avec l'image qui va jusqu'au bord de la feuille, il faut imprimer en A2+. C'est-à-dire qu'il faut imprimer plus grand. Et puis, on recoupe le poster. Voilà, et c'est pour ça qu'on appelle ça un fond perdu, parce qu'il vous reste des petites bandelettes, le bord de la feuille sur laquelle on a imprimé, qui sont recyclées, ça fait du papier recyclé après. Donc ça, il faut le savoir. Hein. Pour obtenir chez des magazines ou des posters avec des images qui vont jusqu'au bord, ça a été imprimé sur des pages plus grandes et recoupées. Voilà, voilà. Et je vous incite vraiment à le faire parce que ça va vous donner un côté professionnel à vos publications, que ce soit des triptyques, des brochures, des flyers. Alors, la ligne bloc, c'est... oui, alors, je reviens sur le fond perdu. Oui, en général, on fait un fond perdu de 3 mm. Voilà.
C'est-à-dire vous pouvez faire dépasser les images autant que vous voulez de la page dans le document InDesign. À l'exportation du PDF, on indiquera qu'on veut un fond perdu de 3 mm. Oui, on pourrait l'indiquer ici aussi, mais on va le faire. On peut aussi le faire quand on exporte le PDF. Donc non seulement le PDF va être CMJN, ça va convertir le RVB en CMJN, ça va contrôler la résolution, la bonne résolution qu'il faut pour l'imprimeur, et en plus vous allez créer des fonds perdus de 3 mm automatiquement. Voilà, c'est suffisant. La ligne bloc, c'est juste une zone supplémentaire si on veut ajouter des choses qui s'impriment sur le côté de la page chez l'imprimeur. Comme des barres contrôle couleur qui sont utiles à l'imprimeur, mais voilà, qui finalement ne se retrouvent pas dans la publication. Donc la ligne bloc, c'est assez avancé. Il y a peu de gens qui savent ce que c'est, sauf bien sûr ceux qui utilisent InDesign et qui ont étudié InDesign, mais, et qui l'ont étudié à un certain niveau. Mais la ligne bloc, voilà. C'est par exemple, si je veux ajouter ce genre de choses sur le côté de la page, qui sont des échantillons de couleurs qui permettent à l'imprimeur de savoir si la page s'imprime bien. Parce qu'évidemment, l'imprimeur ne peut pas, pour savoir si la page s'imprime correctement, s'il y a assez d'encre qui est arrivée sur la page, il ne peut pas regarder l'image que vous avez faite et se dire « Ah oui, ça va ». Parce qu'en fait, vous êtes peut-être un artiste et vous avez peut-être fait une image avec des effets spéciaux. Peut-être qu'elle est expressément fade, peut-être qu'elle est expressément rougeâtre, bleuâtre. Donc non, l'imprimeur ne peut pas juger de la qualité de l'impression en regardant ce que vous avez fait. Donc il a besoin de gamme contrôle qu'on met sur le côté. Et ça, c'est en étendant la ligne bloc qu'on va pouvoir mettre ça et ça va s'imprimer sur le côté de la page. Ce genre de choses. D'accord ? Les gammes contrôle. Voilà, ça répond à la question que vous posiez sur les lignes blocs. Ok, on va cliquer sur Créer. Donc, vous avez votre page avec les marges qui sont juste indicatives, là. Hein, donc, voilà. Ok. Vous voulez qu'on fasse un petit test de fond perdu? Oui, ce serait l'occasion. Hein. Comme ça, vous allez voir, parce qu'on a parlé de choses et vous allez pouvoir tester ça. Donc, essayez d'activer la création de rectangles là, dans la palette des outils de InDesign. Tracez un rectangle sur le document. Vous avez tous un rectangle avec un contour noir et sans couleur de fond. Ah, tu n'as pas tous les outils, ben moi non plus d'ailleurs. Donc, tu n'as pas tous les outils. Est-ce que je les ai, moi, tous les outils Ah, tu n'as pas d'outils du tout. Ah, ça c'est bizarre. Donc, on va aller dans menu fenêtre et on va aller chercher les outils. C'est par ordre alphabétique. Voilà. Ok, si tu ne les vois pas, tu vas dans le menu fenêtre, espace de travail, et tu peux demander réinitialiser les indispensables. Ça, c'est parce que précédemment, tu as peut-être utilisé InDesign, peut-être sur un écran différent, avec plus de pixels, peut-être sur l'écran. Tiens, au fait, oui, c'est apparu maintenant que tu as réinitialisé les indispensables, c'est parfait. Voilà. Ok, donc au fait pixel, vous savez ce que ça veut dire, parce que je parle de pixel depuis tout à l'heure, notamment dans Google. Le mot pixel, ça dit... Oui, mais pixel, ça veut dire quoi? C'est bizarre comme mot. Personne ne sait? Alors, pixel, c'est l'abréviation de Picture Element. C'est l'élément constitutif des images, c'est le plus petit élément, c'est un petit carré en couleur, donc... le pixel, comme ça vous savez pour votre culture infographique. Alors ici dans la palette des outils, je vais cliquer sur la double flèche ici pour faire passer la palette des outils en une... non, en deux colonnes, c'est bien, en deux colonnes. Vous l'avez peut-être en une colonne. Faites-la passer en deux colonnes, ce sera mieux. On clique une fois, deux fois, et voilà, ça passe en deux colonnes. Vous l'avez? Super.
Vous avez vu, quand on clique sur la double flèche, à un certain moment, ça fait une palette des outils horizontale. Ouais, ça c'était à l'origine dans InDesign pour que les utilisateurs du logiciel Quark Express soient pas décontenancés parce que dans Quark Express, la barre des outils était horizontale. Voilà, c'est juste pour ça en fait. Donc il faut savoir un peu l'histoire. Adobe a dominé le monde de la mise en page dans les années 80, au début des années 80, avec un logiciel qui s'appelait PageMaker, qu'il avait racheté d'ailleurs à une boîte qui s'appelait Aldus. Aldus PageMaker, c'est devenu Adobe PageMaker. Et ils avaient un concurrent qui les écrasait, c'était Quark. La boîte qui s'appelle Quark et qui avait son logiciel qui s'appelle Express. Ça vous dit quelque chose à certains ou pas? Donc Aldus PageMaker, Adobe PageMaker, voilà. Donc ça a été une révolution, ça, c'est le début du desktop publishing, c'est-à-dire que les gens ont pu se libérer des imprimeurs, les imprimantes laser noir et blanc sont apparues, ils ont pu, pour faire des petites brochures pour leur club de modélisme ou n'importe quoi, ne plus passer par un imprimeur, et voilà. Et c'est intimement lié au développement du Mac aussi. Le Mac est apparu à ce moment-là. Et pendant quelques années, il était plus avancé au niveau graphique que Windows. Ils avaient tout pompé chez Xerox, hein, qui avait déjà fait des ordinateurs qui ressemblaient au Mac dans les années 70. Hein. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans la conversation ici, ben oui, c'est un peu d'histoire, mais c'est de se rendre compte que rien n'est figé. Peut-être que vous utilisez des outils qui vont être remplacés par d'autres à un certain moment. Voilà. Les Mac, je connais quelqu'un qui est arrivé dans une boîte qui utilisait des ordinateurs hyper puissants spécialisés dans la création de mise en page au début des années 80. Ce qu'on appelait des photocomposeuses. Quand il est arrivé en 1984 avec son Mac, on lui a ri au nez. On lui a dit, oui, c'est sympa ton bidule, mais ça remplacera jamais nos machines. 3 ans après, c'était fait. Hein. Toutes les fabricants de photocomposeuses, de machines spécialisées en mise en page, des machines, des ordinateurs qui coûtaient le prix d'une voiture, ben voilà, ils étaient en faillite. Donc, rien n'est jamais acquis. J'ai plein d'exemples comme ça. Dans d'autres domaines, mais je ne vais pas m'étendre, sinon je berdelle trop. Quark Express, voilà, vous allez encore entendre parler de Quark Express, il y a encore des gens qui utilisent Quark Express. Le problème de Quark Express, qui était utilisé à plus de 99% pour faire des mises en page de magazines dans les années 80 et 90, c'est sa relation clientèle qui était extrêmement mauvaise. Et donc Adobe a sorti InDesign en 99 et ils ont tapé fort, ils ont amené plein d'améliorations par rapport à Express et une bonne relation clientèle. Donc voilà. Ok. Ouais, vous comprenez, hein. Voilà, je fais passer la palette des outils en 2 colonnes. Ok, alors on va aller modifier la dimension du bloc. Vous allez prendre la flèche noire et vous allez le faire déborder. N'hésitez pas à le faire déborder de la page d'une manière ou d'une autre. Ouais, je vais le faire déborder comme ça. De plus de 3 mm. Hein. Vous avez une page qui fait 210 mm en largeur, donc vous le faites déborder largement. Vous le prenez avec la flèche noire par le bord. Oui, parce qu'au milieu, c'est du transparent, il ne veut pas bouger. C'est du transparent. C'est peut-être pour ça. Voilà. Donc, ok, alors, vous avez tous un bloc avec un fond transparent et un contour noir. Vous allez cliquer sur la double flèche ici pour faire passer le noir en tant que fond. Voilà. Donc, vous avez un rectangle noir qui déborde de la page et qui n'a pas de contour. On est d'accord ? Bien.
Alors pour changer la couleur, techniquement, faites bien attention à ça, c'est super important, techniquement il est possible d'aller double-cliquer, pour ceux qui connaissent Photoshop, ils connaissent ça, hein. Double-cliquer sur l'échantillon là, et on a le sélecteur de couleurs qui arrive, et il est possible d'aller modifier les choses ici dans le sélecteur de couleurs, choisir une autre couleur. Mais dans InDesign, c'est vraiment très déconseillé de faire comme ça. Dans Adobe Illustrator aussi d'ailleurs. Il vaut mieux créer la couleur dans le nuancier. Comme ça, il y aura un lien entre la couleur du nuancier et l'objet qui utilise cette couleur. Ça veut dire que je pourrais avoir une couleur du nuancier qui est utilisée sur plein de pages du document. Je peux modifier en un clic cette couleur-là dans tout le document, parce qu'elle fait partie du nuancier. Et ça, c'est super important, parce que ça veut dire que quand vous faites un document, vous n'êtes pas obligé que, au départ, le document ait nécessairement les bonnes couleurs de titre, etc. Vous pouvez mettre un peu n'importe quoi comme couleur et déplacer à plus tard le problème de la couleur dans le document. Donc non, ce n'est pas un principe de calque, c'est un principe de lien. Alors on va aller chercher la palette nuancier qui nous intéresse, hein. Peut-être qu'elle apparaît déjà sur votre écran, on va voir un menu fenêtre couleur nuancier. Fenêtre couleur nuancier. Voilà, vous avez le nuancier. Alors, il y a des couleurs du nuancier qui sont entre crochets. Ça veut dire qu'elles ne sont pas modifiables, elles sont là. Ok. Souvent, ne faites pas l'erreur d'utiliser la couleur repérage quand vous voulez mettre du noir dans un document InDesign. Repérage, on peut dire en quelque sorte que c'est toutes les couleurs. Quand vous utilisez la couleur repérage, toutes les encres vont être utilisées. C'est quelque chose qu'on utilise pour faire des traits de coupe manuellement dans les documents. Ah, il ne faut pas l'utiliser, sauf si vous avez une très bonne raison de l'utiliser. Je vous en parle parce que les débutants font parfois cette erreur. Ils utilisent la couleur repérage à la place du noir. Mais non, pas du tout. Ok. Donc vous avez déjà quelques couleurs CMJN qui sont là dans le document. Ceci indique que la couleur va être créée par superposition de plusieurs encres avec un système de trame chez l'imprimeur. Un système de trame, je vous montre rapidement. Ça vous dit forcément quelque chose. Le tramage. Ça vous dit quelque chose, ça, le tramage, hein? C'est ça, il y a 4 encres de base, le cyan, magenta, jaune, noir, d'où le nom CMJN. On est obligé de faire comme ça. 4 encres, et elles se superposent avec certains angles. L'angle le plus habituel, c'est celui-ci, avec le noir à 45 degrés. Et le jaune à 0 degré. Bon. Et donc, dans InDesign, vous avez des couleurs. Quand vous créez une couleur et que vous voyez ça, ça veut dire qu'elle sera créée sur le papier en superposant des trames. Et ça, c'est chez l'imprimeur que ça se passe, hein. Vous fournissez le PDF généré au départ de InDesign, et l'imprimeur, il a un ordinateur qu'on appelle un RIP, dont le but est de transformer votre document en trame, faire le tramage. Donc on ne s'occupe pas de faire les trames dans InDesign, bien sûr, c'est chez l'imprimeur, le RIP. C'est un ordinateur spécialisé qui prépare le document pour la presse. Donc, ça veut dire Raster Image Processor. Processeur d'images matricielles. Voilà. OK. Vous avez parfois certaines photocopieuses interfacées qui ont également leur RIP, quand c'est des bonnes photocopieuses.
Ok, donc ce que vous allez faire ici, on va créer une nouvelle couleur, hein. On va créer une nouvelle couleur. Dans le nuancier, vous avez un petit menu ici. Vous avez toujours votre élément qui est sélectionné. C'est du vectoriel, hein, InDesign. C'est-à-dire que si on veut modifier un élément, il faut qu'il soit sélectionné absolument. Avec la flèche noire. Vous allez créer donc ici nouvelle couleur. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais ici, ça veut dire que c'est imprimé en quadri, en cyan, magenta, jaune, noir. Quadrichromie, 4 couleurs. C'est pour... Ah non, vous n'êtes pas obligé, et c'est ça qui est nouveau par rapport à ce que vous avez peut-être appris à l'école, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire des couleurs nécessairement quadrichromes. Vous pouvez faire des images, des couleurs RVB. Et au moment de l'exportation du PDF, elles seront converties, si c'est pour un imprimeur ce sera obligatoire, elles seront converties en CMJN. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir faire un document InDesign qui sera visible sur un écran. Et donc, si vous utilisez des couleurs vives, imaginez que votre sujet c'est les mangas ou c'est les légumes, la cuisine, vous avez plein de photos avec des couleurs vives. Il vaut mieux que les photos soient en RVB dans le PDF qui sera vu sur l'écran. D'accord ? Par contre, la version pour l'imprimeur, il faudra convertir en CMJN. Les couleurs vont ternir. Ça, il n'y a pas le choix. Mais voilà, donc c'est ça l'intérêt un des intérêts de travailler avec des couleurs de bloc ou des photos RVB dans InDesign. C'est de pouvoir faire une version pour l'écran qui a des couleurs vives. Même si pour la version pour l'impression, elle aura des couleurs un peu plus ternes. Ça, il n'y a pas le choix. Voilà. Donc, ici, vous pouvez créer une couleur CMJN si vous voulez. Alors, vous modifiez la quantité d'encre là, si vous voulez, voilà. Vous choisissez une couleur, peu importe. Alors, une fois que vous avez choisi une couleur, comme dans toutes les applications Adobe, vous pouvez modifier l'intensité lumineuse. En enfonçant la touche Shift, vous la gardez enfoncée, vous allez bouger un des petits curseurs. Ça modifie la couleur. Enfin, je veux dire, c'est la même couleur, mais une différente intensité. D'accord ? Ça, c'est intéressant de savoir que ça fonctionne comme ça. La touche Shift, la touche majuscule, on prend n'importe lequel des curseurs qui n'est pas à 0 ou au maximum. Il faut que ce soit un curseur qui soit entre les deux. Et ça modifie l'intensité lumineuse de la couleur que vous avez choisie. Voilà, on va cliquer sur OK. La couleur est là. Le bloc qui était activé utilise cette couleur. C'est parfait. Bien, alors le document, ici, on va l'enregistrer. Donc on fait fichier enregistrer sous, vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui. On va peut-être l'appeler tout simplement premier doc. Premier doc, attention, n'allez pas trop vite, je mets un tiret 01. Pourquoi ? Parce que je vais régulièrement enregistrer le document sous un nom différent. Et pour me faciliter la tâche, je vais juste mettre un incrément à la fin 01. Ne faites pas des noms de fichiers trop longs, parce que quand vous allez vouloir récupérer les fichiers par le menu Fichier, ouvrir les fichiers récents de InDesign, si vous avez fait des noms trop longs, le numéro à la fin n'apparaîtra pas, vous serez ennuyé. Donc, pas des noms trop longs. Donc, c'est un document de type InDesign. Voilà. Alors, dans les formats possibles, vous avez possibilité d'enregistrer au format InDesign CS4 ou ultérieur, ça veut dire CS4, CS5, CS6, CC 2018, 2019, 2020. C'est ce qu'on appelle le format IDML, InDesign Meta Language. C'est très déconseillé de faire ça, de passer d'un InDesign récent vers un InDesign plus ancien. Donc il faut vraiment le faire uniquement si on n'a pas le choix. Mais ça ne marche pas, il y a des choses qui se figent, il y a des choses qui bougent. Donc ne faites pas ça. Ça veut dire si vous travaillez en collaboration avec quelqu'un qui a un
InDesign 2018. Ben, vous devriez normalement travailler dans InDesign 2018 aussi, si vous échangez avec lui des documents. Bon, on est juste un peu coincé parce qu'il y a peu de temps, en octobre 2020, Adobe vient de changer sa politique au niveau des versions antérieures. Avant, on pouvait installer plein de versions jusqu'à la C6 grâce au manager d'application de Adobe. Il suffisait d'aller dans autres versions et on retrouvait plein de versions. Et là, on ne peut installer que la version actuelle et juste la précédente. Donc là, on est très ennuyé. Donc voilà, il faut le savoir. InDesign ne va pas très bien supporter le passage d'un document d'une version récente à une version plus ancienne. Mais voilà, mais malgré tout, il y a la possibilité ici d'enregistrer dans un format qui permet de faire ça. Si je voulais lire dans la version 2019 ou 2018, je devrais enregistrer en IDML. Je ne vais pas le faire ici. Alors, il faut savoir que quand vous avez une licence Adobe officielle, vous avez la possibilité d'installer sur Mac ou sur PC, peu importe, et vous avez la possibilité d'installer sur 2 ordinateurs. Donc ça peut être 2 PC, 2 Mac, un PC. Donc l'idée, c'est que vous avez la suite Adobe au boulot, et vous l'avez aussi chez vous. Donc ça vous permet de continuer un travail chez vous, ou inversement de le préparer chez vous et d'aller... Voilà. Donc la licence Adobe, c'est 2 ordinateurs. Donc aucun problème, tu peux avoir Mac d'un côté, PC de l'autre, il n'y a aucun problème. Les documents sont lisibles, un document fait sur Mac est lisible sur Windows et inversement. Il y a juste que les polices utilisées devront être communes, disponibles sur les 2 plateformes en fait. Voilà, c'est juste ça. Il faudra éventuellement les installer. Voilà. Mais si tu utilises des polices Adobe de leur système Typekit, là il n'y a pas de problème. C'est disponible pour les 2 plateformes. Parce que oui, pour les polices de caractère, vous savez comment ça marche. On peut avoir des polices gratuites. Dafont, ça vous dit quelque chose, ce genre de choses. Bon, c'est pas génial comme police. C'est pas souvent des polices de qualité, en fait. Mais enfin, voilà, ça c'est un système pour avoir des polices. Sinon, vous avez les Google Fonts. Mais alors, il faut faire attention parce que certaines polices sont faites pour écran uniquement. Une police n'est pas nécessairement bonne pour l'impression. Mais il est possible d'utiliser des fonts Google dans InDesign. Sinon, vous avez le système de Adobe qui est le Typekit. Et vous avez droit à un certain nombre de polices d'office. Et puis, si vous en voulez plus, il faudra payer par police. Voilà. Donc, les polices Typekit, là, vous n'aurez pas de problème pour passer de Mac à PC. Ok. Donc, voilà. Donc, je vous conseille vraiment... ici, pour la formation, je vais régulièrement et vraiment excessivement enregistrer souvent sous un nom différent. C'est-à-dire que peut-être que toutes les 5 minutes, je vais changer le nom du fichier. C'est pour garder la progression. Je vous conseille peut-être aussi de faire ça pour garder la progression de la création des documents qu'on va faire, d'enregistrer souvent sous un nom différent. Mais dans la vraie vie, peut-être que j'enregistrerai sous un nom différent le document toutes les 30 minutes ou toutes les heures, toutes les 2 heures peut-être. Alors, plusieurs intérêts à changer le nom de temps en temps. Premier intérêt, si je fais une erreur créative majeure, je supprime des trucs que j'aurais pas dû supprimer, et c'est vraiment très difficile de les remettre, eh bien je réouvre la version d'avant, tout simplement. Voilà. Et ça, il n'y a pas de système d'historique. Il y a un historique, on peut revenir en arrière et aller en avant dans InDesign avec CTRL Z, CTRL majuscule Z.
Il faudra qu'on vérifie parce que dans la dernière version, les raccourcis ont changé. Mais il y a un historique non visible. Donc, pas comme dans Photoshop où il est visible. Mais non, une fois que le document est fermé, même dans Photoshop, une fois que le document est fermé, l'historique disparaît. Hein. La possibilité d'annuler et de revenir. Non, même dans un document Photoshop. Le document Photoshop fermé, on le réouvre, l'historique ne revient pas. Ou alors ça a changé, je ne suis pas au courant. Hein. Donc, premier intérêt d'enregistrer de temps en temps quand même sous un nom différent, et c'est valable aussi pour n'importe quel logiciel, que ce soit Photoshop, Illustrator, n'importe quoi. Illustrator, je ne sais pas si vous voyez, parce que j'en parle depuis quelques temps, là, mais c'est un espèce de... C'est le cousin de InDesign, en fait. C'est du vectoriel, ce sont des objets. Mais Illustrator, c'est plus pour faire du graphisme, des logos, des illustrations. Et InDesign, c'est plus pour faire des documents, du texte avec plusieurs pages, bien sûr. Beaucoup de pages. Mais sinon, c'est des logiciels vectoriels basés sur un langage informatique qu'on appelle le PostScript. PostScript, premier produit de Adobe en 1982 qui permettait de communiquer entre un ordinateur et une imprimante laser noir et blanc. Le PostScript, le langage PostScript. Donc c'est ça qui est derrière ces logiciels-là. Voilà. Maintenant, la programmation, c'est un peu plus complexe que ça. Ça doit être du C++, avec une structure XML. Et on en vient, du coup, à l'autre intérêt d'enregistrer de temps en temps son document sous un nom différent. C'est que ça régénère la structure XML. Un document InDesign, ça peut être un document complexe au niveau informatique. Il peut y avoir des milliers de lignes. Et c'est écrit en XML. C'est un langage d'échange de fichiers, le XML. Et alors, si vous enregistrez toujours un document sous le même nom, vous travaillez pendant 3 jours, pendant 3 semaines sur le même document, il faut savoir que chaque fois que vous enregistrez, en fait, ça intègre dans le fichier qui est sur le disque dur, ça intègre juste la dernière modification que vous avez faite sur le document. Ça n'enregistre pas la totalité du document. C'est rapide donc. Le problème, c'est que ça fragmente le fichier sans que vous le voyez, ça le détruit petit à petit en quelque sorte. Il est fort possible donc qu'à un certain moment, vous ayez, si vous avez travaillé 3 semaines sur le même document InDesign, vous ayez le document qui à un certain moment ne veut plus s'ouvrir. Voilà. Alors le fait d'enregistrer sous un nouveau nom régénère toute la structure XML. Et vous êtes reparti avec un document tout propre au niveau de sa structure informatique. Voilà. Si vous avez un jour un document InDesign planté, vous allez voir que c'est très drôle. Surtout si vous n'avez pas fait de backup. Vous allez devoir passer par une boîte néerlandaise qui s'appelle Marksware, qui va vous demander à peu près 400 € pour récupérer votre document, pour le rendre à nouveau utilisable. Voilà, et donc Marksware utilise... ils ont fabriqué un plugin d'importation InDesign pour QuarkXpress, et ils utilisent ça en fait. Ils importent votre document dans QuarkXpress, puis ils le réexportent vers InDesign, c'est un peu compliqué. Donc évitez absolument ça, absolument, oui. Il faut absolument faire des backups de vos documents. Alors, autre chose, quand vous travaillez dans un logiciel, que ce soit Photoshop, Illustrator ou InDesign, n'enregistrez jamais sur une clé USB. Directement. Une clé USB, c'est un support qui sert à transférer des fichiers d'un ordinateur à l'autre. Ce n'est pas un support de travail. Alors, le disque dur interne de l'ordinateur ou un disque dur externe connecté, c'est très bien, ça marche, mais jamais de clé USB. Jamais directement du logiciel vers la clé USB. Vous voulez mettre un document InDesign sur une clé USB, mettez-le d'abord sur le disque dur de l'ordinateur, transférez ensuite le fichier du disque dur de l'ordinateur vers la clé USB. Alors, donc, c'est... Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de système de vérification d'écriture sur la clé USB. Alors que sur les disques durs, il y en a. Vous enregistrez un document, comme on vient de le faire, là, vous avez cliqué sur enregistrer. Vous avez enregistré un document sur le disque dur. Il y a une vérification qui s'est faite pour vérifier que le fichier était bien écrit. Sur la clé USB, non. Donc, voilà.